Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du débat autour du 15 de l'année. La première vidéo était portée sur les choix des avants, aujourd'hui elle sera sur le choix des arrières. Je suis toujours accompagné de mon acolyte habituel Erwan et de notre invité Maxime. Donc pour rappel, avec la crise de la Covid-19, beaucoup d'équipes et de nations n'ont pas pu jouer leur match, mais contrairement à la première vidéo, il y aura plus de joueurs de l'hémisphère sud qui seront présents. Toujours la petite musique lorsque les deux intervenants ne seront pas d'accord sur leur choix. Nous allons donc tout de suite commencer au poste de demi de mêlée. Je laisse la parole à Maxime. Oui, alors si on pose directement le cadre, c'est Antoine Dupont. C'est le premier joueur français de l'histoire à avoir remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi Destination. Je trouve que dans le jeu, son placement, sa vitesse, sa vision, c'est vraiment ce qui le différencie des autres joueurs à son poste. On le voit dans ses stats, hein. Pour les 6 nations, c'est 115 mètres gagnés pour 32 courses. Laissant derrière lui 9 défenseurs, donc ça montre quand même qu'il a une capacité à se projeter vers l'avant qui est quand même assez phénoménale. En plus, en défense, il est quand même aussi très présent puisque sur 36 plaquages, il en a réussi 30. Donc pour ce jeune joueur qui est déjà considéré comme le meilleur neuf au monde, je trouve ça tout bonnement incroyable. Ensuite, avec le Stade Toulousain, c'est du 100% au niveau des plaquages, donc 27 au total. Il a été titulaire à chaque début de rencontre lorsqu'il était sur les feuilles de match. Il a aussi fait parler de lui par sa faculté à prendre des intervalles ou à délivrer des passes cadeaux pour des essais. J'ai notamment deux exemples. La belle sautée contre l'Italie pour Greg Aldrit, son copain de formation, et la passe au pied pour Penaud face à l'Écosse à Murrayfield, qui arrive directement. Pour revenir au niveau des paroles de Maxime, est-ce qu'Arwan, toi aussi, tu considères Antoine Dupont déjà comme le meilleur neuf au monde? Alors sur l'année, on était d'accord pour dire que c'était le meilleur neuf de cette année. Ça, je suis d'accord à le dire, mais dire que c'est le meilleur neuf au monde, j'ai quelques doutes dessus. Pas que je le trouve mauvais, bien évidemment, comme j'ai dit, je trouve que c'est le meilleur neuf cette année. Mais cependant, je veux pas céder personnellement à ce que je pourrais conseiller peut-être comme une culture de l'instant. Et je pense que Aaron Smith garde quand même le trône actuellement pour le poste de demi-mêlée. C'est pour moi le plus fort et surtout celui qui incarne le mieux le travail que doit faire un demi-mêlée. Peut-être des secteurs où doit s'améliorer Dupont, comme par exemple sa capacité de tient trop souvent la balle, alors qu'Aaron Smith est un pur neuf qui, même s'il tient la balle quand il a moyen de s'infiltrer dans des petits espaces, aura tendance à décaler plus souvent aux autres joueurs de l'effectif. Un secteur où je trouve que Dupont a encore à s'améliorer. Vous avez entendu la musique, même si du côté de Maxime, on reste du côté du Stade Toulousain pour former cette charnière avec le demi d'ouverture Romain Ntamak. Oui, donc moi j'ai choisi tout simplement Romain Ntamak parce que sur cette année, je trouve que ça a été le meilleur 10. Il s'agit tout simplement du meilleur scoreur du tournoi Destination avec 57 points dont 3 essais. Il a également un taux de réussite au pied qui est de 74%, tout en délivrant 7 passes concluant à des essais. C'est énorme pour un pitchoun de 21 ans, quoi. C'est vraiment important d'insister sur l'âge parce que du haut de leurs 20 ans, de leurs 23 ans, qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est incroyable. De plus, avec ses courses, il a éliminé 14 défenseurs et a gagné 131 mètres. Sa présence en défense, on peut la noter aussi parce qu'elle est importante avec 43 plaquages tant. Je trouve que c'est pas mal pour un demi d'ouverture. Sachant qu'il est arrivé professionnel en 2017, il a quand même su rapidement s'imposer pour être en équipe de France 2 ou 3 ans plus tard. C'est vraiment incroyable de le voir là en si peu de temps. Et maintenant, que cela soit en club avec le Stade Toulousain ou avec l'équipe de France, il est presque titulaire à chaque fois qu'il est sur la feuille de match. Par exemple, le Stade Toulousain, cette saison, il est titulaire sur les 5 matchs joués sur 18 courses et 80 mètres gagnés. Il a tout de même inscrit 2 essais, montré une nouvelle fois des capacités offensives, mais aussi défensives avec 88% de plaquages réussis en club. La confiance qu'il a engendrée vraiment au cours de ces années, elle se ressent sur le terrain. J'ai un exemple notamment au Pays de Galles, lors de l'interception, où il est allé inscrire l'essai de la victoire. C'est de la vision de jeu que peut-être il n'avait pas avant, et avec la confiance, il s'est permis de tenter cela, parce que s'il se manque, ça offrait l'essai aux Gallois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Dupont, je les considère comme la meilleure charnière de l'ère contemporaine. Et sur ces belles paroles de Maxime, qui lui considère que c'est la meilleure charnière de l'ère contemporaine, Erwan n'est pas d'accord car lui, il a mis la personne qui complète la charnière avec Aaron Smith. Peux-tu nous en dire plus, Erwan?
Oui, effectivement, Julien. Alors, j'aime beaucoup notre charnière nationale avec Ntamak et Dupont. Il n'y a aucun souci là-dedans. En plus, en tant que supporter du Stade Toulousain, c'est vraiment un plaisir de les voir jouer autant que possible. Cependant, pour moi, ils ont encore un peu de travail. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on peut dire. Et pour moi, le meilleur numéro 10, peut-être au monde, mais en tout cas de cette année, c'est Richie Monga. En effet, le numéro 10, donc, il régale, malgré l'année difficile pour les All Blacks. Le joueur de 26 ans, il a illuminé de sa classe le Super Rugby néo-zélandais, car en plus d'avoir remporté la compétition avec les Crusaders qui écrasent toutes les équipes de l'hémisphère sud depuis 3 ans, il s'est illustré par des gestes de grande classe, comme en atteste son coup de pied d'engagement contre les Blues. C'était un coup de pied qui était au ras du sol, qui récupère lui-même après les 10 mètres de rebond et de parcours du ballon nécessaires afin de ne pas faire faute. Suite à ça, il fait une pirouette, si je puis dire, sur lui-même et élimine 2 défenseurs avant de se faire reprendre. C'est une action absolument incroyable. Il nous en gratifie au moins de une ou deux comme ça à chaque saison. On se rappelle par exemple qu'il avait fait un coup de pied retourné pour faire du jeu au pied d'occupation en chandelle. C'était absolument incroyable. D'autant plus que faire ça dans un match donc face aux Blues qui a des allures de finale, puisque l'on rappelle les Blues ont fini second de la compétition, montre selon moi tout le talent du joueur du Canterbury. Il a aussi su garder sa place d'ouvreur chez le All Black malgré l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Et bien évidemment, on sait que la concurrence chez le All Black est très dure, avec notamment Boden Barrett qui souhaiterait réhériter de son poste de numéro 10 au lieu d'être cantonné à l'arrière. Et aussi, on pourrait aussi citer Damien McKenzie, véritable chef d'orchestre. Il a participé 35 fois à des actions qui ont permis à ses coéquipiers d'aller en terre promise durant toute la saison, que ce soit avec les All Blacks ou les Crusaders. Et on peut aussi noter qu'il allait 8 fois de son propre chef dans l'en-but. Donc vraiment, c'est un joueur qui, en plus de bien savoir manier son équipe, est décisif. Bien souvent, on considère à tort, je trouve, que ce joueur est dans l'ombre de Boden Barrett. Pour moi, c'est faux. Désormais, tous les projecteurs sont braqués sur lui, à lui d'en faire bon usage. Et vous avez entendu la petite musique retentir. Ça sera la dernière fois au cours de cette vidéo qu'il y a 2 joueurs différents pour un poste. Et on reste quand même du côté néo-zélandais avec Arwan. Oui, en effet, pour le dernier poste, nous ne sommes pas d'accord avec Maxime, c'est pour l'un des postes d'ailier. J'ai personnellement décidé de placer Jordi Barrett, effectivement en ailier. Alors c'est pas tout à fait un ailier, c'est plus un arrière polyvalent qu'autre chose. Mais c'est bien quelque chose qu'il faut noter, c'est que la fratrie la plus connue du rugby mondial a encore frappé. Après Scott et Boden, faites place au nouveau titulaire en puissance, Jordi. Sans vouloir rabaisser le joueur, Boden Barrett n'est plus le meilleur de la famille. Tout du moins, pas au vu des prestations du cadet durant l'année civile. Mais il faut noter qu'il y a certains matchs où il n'a pas joué dans son poste de prédilection. Mais on peut dire aussi qu'il a surtout su gagner une place derrière polyvalent chez les All Blacks. Il a joué tous les matchs cette année, mais à des postes différents, et en faisant valoir sa polyvalence. Il a notamment pu mettre en avant sa qualité au pied, qui est bien au-dessus de la moyenne pour un ailier, contrairement à son frère, qui lui a connu de vives critiques dans ce domaine. Il totalise sur la saison près de 550 mètres gagnés, avec 170 prises de balle. Conclusion, si vous passez la balle à un Barrett, il la fera toujours avancer, mais si vous la passez au plus jeune, elle ira encore plus loin. Ben, moi, j'ai choisi de mettre Johnny May, l'anglais, parce que c'est sans doute l'un des meilleurs ailiers encore à l'heure actuelle. Même s'il n'a pas forcément prouvé, on verra ça pourquoi cette année, ça, c'est quand même un des meilleurs joueurs, je pense, que les Anglais aient eu sur les ailes. Ses courses rapides cassent souvent les lignes adverses. On a pu le constater lors du premier match destination France-Angleterre, où il plante 2 essais, un en lobant au pied Boutier, et après, il a mis ses cannes pour aller inscrire l'essai. Et l'autre, il dépose son vis-à-vis Rates dans un premier temps, puis Teddy Thomas dans un second temps, pour aller inscrire son second essai du match. Cette saison, mais avec l'Angleterre, il a des stats moyennes, c'est-à-dire qu'il a inscrit seulement 2 essais, et c'est les 2 essais contre l'équipe de France. Il a réussi 13 plaquages sur 20. Il a tout de même fait gagner 92 mètres avec 29 prises de balle. Mais l'ancien de Leicester aujourd'hui à Gloucester, il a des stats dans le jeu qui sont globalement bonnes. Pas un nombre de points puisqu'il n'a pas encore mis d'essai. Il a gagné 139 mètres avec 50 courses et 4 assistances menant à l'essai avec 90% de plaquage réussi. Donc voilà, c'était donc le dernier poste où il y avait encore un peu débat car vous avez été unanime sur tous les joueurs qui restent. On va donc passer au second ailier. Maxime, je te donne la parole. Oui, donc c'est l'homme au crochet, c'est le Sud-Africain, c'est Cheslin Colby. Cette saison, il a joué en top 14 en Coupe d'Europe. Il n'a pas joué avec les Sudaf, mais il continue de casser des reins, quoi, tout simplement, en top 14 en Coupe d'Europe. Il y a 6 essais en top 14 pour 7 matchs joués et deux essais en Coupe d'Europe pour un match joué.
Le petit Springboks, il s'est très vite mis au vert cette saison. Avec sa vitesse, il fait sauter toutes les défenses. J'ai notamment l'essai face à La Rochelle en début de saison où il casse 3-4 plaquages et il va inscrire un essai sous les poteaux. C'est tout simplement phénoménal. Il fait 3 crochets et 3 joueurs ont fini par terre. On parlait de l'Irlandais Stockdale qui, lui, en 2 matchs, s'est retrouvé 3 fois en touche en Coupe d'Europe cette saison et la saison dernière parce que Colby lui a mis un crochet que Stockdale il a rien pu faire. Il lui a vraiment détruit les reins. Donc Maxime a très vanté Jesslyn Colby. Est-ce que tu es dans le même cas, Erwan? Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur ailier à l'heure actuelle? Plus que le meilleur ailier, même j'aurais pas peur de dire que c'est le meilleur joueur au monde, hein, tout simplement. Si on disait en début de la première vidéo que ça nous semblait impensable de mettre des joueurs sud-africains au vu du fait qu'ils n'avaient joué aucun match cette année, et bah ça me semble tout aussi impensable de ne pas mettre Jesslyn Colby dans le 15, puisque c'est un joueur phénoménal. Je suis pas sûr on ait vu un joueur capable aussi facilement de faire la différence. J'aurais envie de dire en 1 contre 1, mais je pourrais même dire en 3 contre 1 en fait, tout simplement. Il est vraiment ahurissant. Son petit gabarit nous rappelle des très grands noms du rugby, comme bien évidemment Christophe Dominici ou même Shane Williams. Notamment, on se rappelle en finale de Coupe du Monde où il élimine Farrell pour marquer l'essai qui permettra aux Springboks de gagner le championnat. Donc maintenant, Erwan va nous parler des 2 joueurs au poste de centre avec le seul Australien de cette équipe. Oui, merci Julien. Alors effectivement, je vais vous parler des 2 centres. Et pour en venir donc à l'Australie, je vais choisir en premier centre un arrière polyvalent, très polyvalent. Il peut jouer autant à l'ouverture qu'à l'arrière, ou même au centre, et parfois même peut-être ailier. Mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de James O'Connor, c'est que le rugby australien va mal, hein. Mais dans cet océan de noirceur, il y a une lumière qui sort du lot. Cependant, dommage que cette lumière, elle ait 30 ans, hein, parce que les Wallabies, ils sont pas en panne de talent, hein, ils sont surtout en manque de leader pour moi. Alors, ça peut avoir l'air très sévère ce que je dis, mais c'est difficile de voir Hooper mener seul le navire depuis la Coupe du Monde, très sincèrement, et même avant. C'était sans compter sur le retour de l'enfant terrible au pays, James O'Connor. Effectivement, il est revenu aux Reds. L'ancien Toulonnais, il a éclaboussé de son talent un super rugby australien qui était bien terne comparé à celui des voisins néo-zélandais. On peut noter que ses performances avec l'Australie sont relativement en demi-teinte, effectivement avec 43% de réussite au pied seulement, pour 9 coups pieds dans le jeu courant. On peut pas non plus dire qu'il a été incroyablement remarquable ballon en main. Alors effectivement, il n'a pas été mauvais, hein, il a participé à la construction de 2 essais, mais pour 81 passes, c'est quand même assez léger. Puis d'un point de vue défensif, c'est bon, mais sans être non plus incroyable, avec 79% de réussite au plaquage. Par contre, s'il y a bien un endroit où il a été incroyable, c'est en Australie, donc dans ce fameux super rugby australien comme je citais avant. C'est peut-être le seul joueur qui a vraiment réussi à donner envie, en tout cas pour des gens comme moi, à regarder cette compétition. Il a été le maître à jouer de l'équipe des Reds, avec une statistique ahurissante de 33 passes débouchant à un essai sur 330 passes dans sa globalité. C'est absolument incroyable. Pour faire simple, le centre polyvalent, il aide à marquer un essai toutes les 10 passes. Il a été impliqué dans la totalité des essais de son équipe lorsqu'il était en jeu. C'est une performance qui est inégalée dans la compétition. Je vais continuer sur les centres en vous parlant de celui qu'on a choisi au poste de second centre. Alors, on a choisi Virimi Vakatawa. Effectivement, le second centre français, il a enfin trouvé sa place dans le rugby mondial. Sa complicité avec Russell, notamment au Racing 92, nous a offert des gestes de grande classe, notamment en Coupe d'Europe, avec des combinaisons absolument géniales. Et en termes de capacité à faire jouer derrière lui, il est l'un des tout meilleurs que l'on peut trouver sur la planète rugby. Avec une moyenne de 5 mètres parcourus à chaque prise de balle, il s'illustre comme un véritable créateur de jeu dans les petits espaces notamment. Sa capacité à tenir et à passer le ballon avec seulement une main, de façon bien souvent acrobatique, en fait selon moi Semi Radradra le facteur X le plus dangereux au centre et en Europe. Mais plus qu'être dangereux, c'est surtout la régularité au niveau des performances que le natif des Fidji a su acquérir depuis son retour de la Coupe du Monde au Japon. Le fait d'avoir été durablement installé en tant que second centre, que ce soit au Racing ou même en équipe de France depuis que Galtier est arrivé, lui a permis d'adapter son style au rugby à 15. Lui qui vient de base, il faut le rappeler, de l'équipe de France à 7. Merci Erwan pour tes avis sur les centres. Maxime, as-tu quelque chose à rajouter après ces 2 avis d'Erwan? Oui, donc je vais parler des 2 acquis. Donc tout d'abord le premier du Stade Toulousain, donc Pita Aki, qui a réalisé un début de saison monstrueux. Dans le jeu, il est impressionnant, notamment sur les percussions. Donc je vais continuer par Bundy Aki, qui est le centre de l'Irlande. Je l'ai vraiment trouvé, par exemple, face à l'équipe de France, dans son élément. Défensivement, il a été très présent sur les couvertures de balles, notamment.
De plus, offensivement, il a un peu mis le feu dans la défense des Bleus. Nous allons donc passer maintenant au dernier poste de cette vidéo, le poste d'arrière. Je vais laisser la parole à Erwan. Oui, alors vous l'avez compris, pour les centres, il n'y avait pas débat entre nous. Pour le second ailier, donc Chasing Colby, il n'y avait pas débat entre nous. Et bah pour l'arrière, c'est pareil, il n'y avait pas débat selon nous. Et en même temps, comment pourrait-il y avoir débat quand il y a Stuart Hogg? Le temps passait et les saisons se ressemblaient pour l'arrière écossais depuis pas mal de temps. Il était souvent couvert de louanges, hein, notamment élu 2 fois meilleur joueur du Six Nations, mais cependant, il avait un vrai manque de palmarès collectif à sa hauteur. Alors certes, il avait été victorieux d'un très beau mais unique titre de Pro 14 avec Glasgow, hein, mais c'est désormais de l'histoire ancienne, puisque son arrivée à Exeter a débouché sur un titre majeur, celui de champion d'Europe, accompagné en prime du titre de champion d'Angleterre la même saison. Le désormais nouveau capitaine de l'Écosse a permis à Exeter de remporter pas mal de titres. Il est notamment le joueur ayant parcouru le plus de mètres. Il a battu près de 40 défenseurs et a participé à la réalisation d'une vingtaine d'essais au cours de l'année. Bilan très bon pour un arrière. Et je tenais à souligner aussi, lors du match Écosse-France à l'Autumn Nation Cup, comment il est rentré dans la tête de Thomas Ramos, qui sur chaque coup de pied, Stuart Hogg était en dessous à la réception. C'était vraiment impressionnant, la manière de voir comment il est rentré dans la tête de Thomas Ramos. Ce qui montre que c'est un des meilleurs arrières au monde. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi, Maxime. C'est vrai que ce match-là, ça avait été vraiment flagrant. Je vais pas dire la supériorité de l'arrière, parce que c'est peut-être un peu méchant envers Thomas Ramos, mais on va dire plutôt l'expérience du numéro 15 écossais, qui avait pu vraiment disposer comme il voulait de son jeu au pied, sans s'inquiéter de Thomas Ramos, même s'il est vrai que lors du dernier ballon, c'est Stuart Hogg qui s'était fait avoir malheureusement. Comme pour contredire tout ce qui s'était passé durant le match. Et je tiens à rajouter que tu as mentionné le fait qu'il avait parcouru le plus de mètres ballon en main cette année. Et bien, il faut savoir que c'est sur toute compétition confondue, que ce soit le tournoi Destination, l'Autumn Nations Cup ou la Premiership. Et bien évidemment la Champions Cup. Merci à vous deux pour avoir recueilli vos avis donc, sur cette deuxième partie du 15 de l'année version arrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change du format au niveau du football. On essaie de s'adapter à d'autres sports. Merci à Erwan et à Maxime. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.